Donc, j'ouvre cette nouvelle version d'un événement du club diplomatique en virtuel. On s'est dit que pendant ce long confinement, il ne fallait pas arrêter de réfléchir et d'innover. Donc, on a décidé au comité d'essayer de faire ce petit séminaire virtuel auquel je vous salue tous. Vous savez que pendant cette période de confinement, on a dû reporter tous nos événements. Maintenant, on les a reportés jusqu'à la fin août et on fera une nouvelle appréciation de la situation à la fin août pour s'adapter naturellement à ce qui est en train de se passer. Alors, on peut se poser toute une série de questions parce qu'il s'est passé quand même quelque chose durant cette crise. La Genève internationale a été elle-même très confinée. Une de ces institutions a été très critiquée, notamment l'OMS, et en fait, on a assisté à une polarisation grandissante, notamment à l'intérieur de l'Europe. L'Italie s'est sentie délaissée, mais aussi entre la Chine et les États-Unis, par exemple. Donc, la question que nous posons aujourd'hui, elle est tout à fait légitime. La gouvernance mondiale après le Covid-19, y a-t-il un rôle pour Genève? Je suis très heureux de pouvoir inaugurer ça en collaboration avec la SSR RTS, avec André Quetenant. André Quetenant est responsable des relations internationales à la RTS, mais il est aussi chef du projet Genève Vision. Peut-être qu'il pourra nous dire deux, trois mots à ce sujet. Voilà, je ne veux pas élaborer. La problématique est hautement actuelle. Je pense que c'est un vrai thème à discuter qui nécessitera de la part de tous les acteurs ici à Genève, y compris le club diplomatique, d'approfondir le rôle qu'il veut jouer dans le monde qui ne sera pas tout à fait le même après cette pandémie et quand nous en sortirons. Sans attendre, donc, je passe la parole à André Quetenant qui va modérer cette session et qui va aussi présenter nos intervenants. André, tu as la parole. Merci Raymond. C'est vrai qu'on teste, hein, c'est vrai qu'il était important pour le club et pour nous à la RTS et en particulier pour Genève Vision, ce nouveau projet de hub international spécialisé justement sur les questions internationales, qui produit des nouveaux contenus et qui a aussi pour objectif de nourrir la discussion sur toutes ces questions internationales vues depuis Genève. Je vous présente tout de suite nos intervenants. D'abord, Béatrice Ferrari, qui est en principe à droite sur votre écran, qui a pris la direction des affaires internationales du canton de Genève au début de cette année. Et Madame Ferrari a évidemment déjà une grande expérience dans les questions internationales, puisqu'elle a travaillé au secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation à Berne, où elle a occupé plusieurs fonctions. Et puis, elle a rejoint Genève et on lui souhaite évidemment la bienvenue à Genève si ce n'est pas déjà fait. Cédric Dupont, qui se trouve en bas de l'écran, qui est professeur en relations internationales et sciences politiques au Graduate Institute, c'est-à-dire à l'Institut des hautes études internationales et du développement. Expert dans beaucoup de domaines, j'ai noté le multilatéralisme, bien sûr, les processus de négociation, et on l'a entendu, on l'a lu ces dernières semaines sur toutes ces questions, et notamment les nouveaux équilibres géopolitiques. Plus particulièrement sur l'Europe. D'ailleurs, j'ai lu ça dans le journal Le Temps. Et puis, Michael Müller, je crois que tout le monde connaît, l'ancien directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Michael Müller a aussi une très grande expérience au sein du système des Nations Unies. Il a occupé beaucoup de postes à travers le monde. Et avant d'être directeur général de l'ONU Genève, il a aussi exercé la fonction de directeur exécutif de la Kofi Annan Foundation de 2008 à 2011. Et Michael Müller, c'est l'homme de l'intérieur et avec un regard extérieur désormais. Donc, ce sera aussi intéressant de l'entendre tout à l'heure. Alors, on va commencer par les interventions de nos invités, nos panélistes. Je leur poserai les premières questions et puis vous pourrez aussi
vous qui nous écoutez, vous pourrez aussi poser des questions en utilisant le petit logo Q et R qui se trouve au bas de votre écran. Ça vous permet d'envoyer un message et je relayerai ces questions à nos invités. Alors, effectivement, juste avant de commencer quelques réflexions, c'est vrai que vous avez peut-être vu que l'ONU a publié il y a quelques jours un sondage, un assez grand sondage opéré auprès de 40 000 personnes. 95% des personnes dans le monde sont convaincues qu'il faut de la coopération internationale. Plutôt une bonne nouvelle, mais on se doute bien que la bonne volonté ne suffira pas à rendre la gouvernance mondiale plus efficace. Et il est intéressant de noter pourtant qu'en cette année anniversaire de l'ONU, il est intéressant que l'ONU soit justement intéressée par ce type d'enthousiasme citoyen et peut-être qu'elle cherche de ce côté-là s'il n'y a pas de quoi alimenter un nouveau souffle pour le multilatéralisme. On est dans une période que je qualifierais volontiers de schizophrénique. On sait, on pressent en tout cas, que les problèmes auxquels nous devons faire face, l'immigration, le réchauffement de la planète, santé, etc., tous ces problèmes ont besoin de stratégies concertées au niveau international. Et par ailleurs, le multilatéralisme n'a jamais été autant remis en cause. Alors, la gestion du Covid-19 montre à l'évidence qu'on a besoin davantage de coopération internationale, pas uniquement d'ailleurs sur le plan scientifique. Et d'ailleurs, dans ce domaine, si j'en crois les chercheurs, ça s'est plutôt bien passé, y compris avec les chercheurs et les médecins chinois. C'est plutôt sur le plan de la stratégie coordonnée de lutte contre le fléau qu'il y a sans doute des choses à redire. Alors, comme Raymond a déjà dit tout à l'heure, la pandémie pose toute une série de questions. La question du multilatéralisme, la gouvernance mondiale, à l'heure où les frontières sont fermées. J'ai lu dans le Temps du 25 avril, Madame Ilona Kickbush, je pense que certains d'entre vous connaissent car elle a travaillé plusieurs années à Genève, qui posait carrément la question est-ce que les organisations internationales vont survivre? Ça m'a paru étonnant. Enfin, question émanant d'une telle personnalité, évidemment, nous fait réfléchir. La question des équilibres géopolitiques, bien sûr, la Chine, les États-Unis, l'Europe. La Chine a travaillé ces dernières semaines à promouvoir un modèle. Vous avez vu qu'on a parlé même des loups combattants à propos des diplomates qui mettaient en œuvre une stratégie de communication. On a évoqué la diplomatie des masses. Je ne sais pas si tout cela aura un effet. La question de la démocratie, bien sûr, l'efficacité des politiques. Est-ce qu'il y a un modèle de gouvernement qui est plus apte à lutter contre une pandémie de cette nature? Il y a la question de la liberté des citoyens, la question économique, évidemment, la question du libéralisme, évidemment, ce sont des questions très, très vastes. Donc, nous avons proposé de se concentrer sur deux thèmes plus particulièrement, c'est-à-dire l'avenir du multilatéralisme après la crise du Covid-19, et puis bien sûr la position de Genève et de son rôle. Est-ce que Genève a vraiment joué un rôle dans la réflexion sur l'après-Covid? S'il doit y avoir des refondations, qui en seraient leaders? Qui les élaborerait? Surtout où? À Genève? Point d'interrogation. Nous avons été habiles, je pense, à gérer la paix. Et est-ce que nous saurons peser sur la gestion des crises à venir? Commerce, l'Internet, santé, etc. On verra. Alors, moi, ma première question s'adressait à Béatrice Ferrari. Béatrice Ferrari, je lisais sur le site de l'État de Genève, dans le communiqué qui annonçait votre nomination il y a quelques semaines, je cite, « Elle sera également chargée de favoriser le rayonnement de la Genève internationale dans un environnement international concurrentiel avec des enjeux forts de maintien du multilatéralisme. » Et donc, évidemment, on se dit que son job n'était déjà pas facile. Hein, avant le Covid, j'imagine qu'avec le Covid-19, votre job est devenu encore plus difficile. Et voilà, ma première question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que la crise du Covid-19 elle a plutôt affaibli les organisations internationales qui sont à Genève, ou est-ce qu'elle est une opportunité?
Bonjour, merci pour cette question. Bonjour à tous, merci pour l'invitation de la part du club diplomatique. C'est une vraie question que vous posez là et j'espère effectivement pouvoir, j'ai pas les éléments en ce moment de pouvoir y répondre. Je serais très curieuse aussi d'entendre les experts qui accompagnent aussi, qui accompagnent ce panel. Ce qui est intéressant à partir des constats que vous avez mentionnés avant, c'est qu'au fond, la crise montre beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais qu'on n'avait peut-être pas encore expérimenté de manière aussi frappante, à savoir qu'on est dans un monde qui est fortement interdépendant. Et la crise met évidemment sous pression toutes les formes de gouvernance d'une manière extrêmement forte, puisqu'on est dans une crise qui, au fond, on avait l'impression qu'elle serait peut-être localisée, on était peut-être un peu naïf de ce point de vue-là, elle est immédiatement devenue une crise d'ampleur mondiale. Et je dirais qu'on voit beaucoup de réactions sur l'idée il faudrait réduire les interdépendances du monde, il faudrait remettre des barrières, il faudrait se référer plutôt à l'action nationale, qui au fond, l'action nationale est peut-être celle qui est aussi la plus facile à gérer, aussi la plus facile à actionner, la plus facile à comprendre du point de vue des citoyens. Mais on voit bien, je trouve, dans cette crise, et vous l'avez mentionné à travers le sondage, c'est que on ne peut pas faire l'économie d'un échange d'informations, d'une mise en relation, en fin de compte, de toutes les parties, et pas que les États, mais toutes les parties prenantes de cette crise, et d'avoir une coordination au niveau international. Donc, au fond, mon constat, et c'est un constat qui est partagé, c'est qu'on a besoin de structures de gouvernance qui soient capables de faire ce travail, de franchir les barrières et de mettre en relation tous ces acteurs. Et la position de la Suisse dans ce domaine, et effectivement celle de soutenir le multilatéralisme. La Suisse a aussi poussé une résolution qui a été adoptée à l'ONU le mois dernier, qui encourage et redonne, essaie de donner de l'importance justement à la coopération internationale dans ce contexte. Elle a aussi débloqué des moyens supplémentaires pour soutenir cette coopération internationale. Donc je crois que aussi en tant que canton de Genève et partie de la Suisse et des autorités hautes, on a envie de dire qu'effectivement cette coopération internationale est indispensable et qu'on est face à une opportunité. Maintenant, comme je disais avant, on voit bien que la crise met sous pression toutes les formes de gouvernance, d'ailleurs, pas qu'au niveau international, mais aussi au niveau local, au niveau national. On est aussi dans un climat de défiance, je dirais, face à l'autorité, qu'elle soit politique, mais aussi scientifique, même si la collaboration scientifique fonctionne, on voit qu'il y a aussi une certaine forme de défiance de la part des citoyens face à cette autorité scientifique. Et là où je vois le risque, c'est effectivement que la crise révèle toute une série de faiblesses, je dirais plus structurelles, des formes de gouvernance internationales qui sont intrinsèques aussi à certaines des organisations internationales, c'est-à-dire une certaine forme de déconnexion parfois perçue ou réelle entre le travail qui est produit et les personnes qu'elles sont censées toucher et le terrain d'une certaine manière. C'est aussi dû à une certaine méconnaissance du travail qui est effectué par ces organisations. C'est aussi dû à une certaine rigidité de ces organisations qui s'est aussi un petit peu révélée dans cette crise. Donc, ce n'est pas des choses nouvelles, mais je vois là, avec la crise, peut-être une vraie opportunité de travailler sur ces questions. Et le travail avait déjà commencé, mais de vraiment faire un pas supplémentaire dans cette direction. Merci. Vous avez parlé vous avez dit les parties prenantes. Vous avez dit il n'y a pas seulement la question des États, mais des parties prenantes. Vous pensiez aux citoyens d'une manière générale. Vous pensiez à quoi? Quand on voit une crise sanitaire, c'est effectivement les parties prenantes sont les citoyens, c'est aussi peut-être les entreprises pharmaceutiques, les laboratoires de recherche, les partenaires scientifiques. Donc on voit qu'on est dans une crise qui implique énormément de partenaires différents et pas que des États. Donc on a besoin d'une organisation qui soit capable aussi de faire le lien entre toutes ces parties prenantes. Donc de les intégrer au moment où il y a ces réflexions sur une stratégie à mettre en place. Tout à fait. D'accord, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'ai une question à Cédric Dupont maintenant. Vous qui analysez en permanence les équilibres géopolitiques, les tendances, il y a des choses passionnantes qui se sont passées ces dernières semaines. Quelles sont justement vos premières réflexions sur ce qui s'est passé, sur les conséquences du multilatéralisme? Est-ce que vous avez le sentiment que le multilatéralisme sera renforcé ou affaibli par cette expérience?
Merci, bonjour à tous. Je dirais que je commencerai par, puisqu'on est basé à Genève, faire une note de différenciation entre le multilatéralisme et les organisations internationales. Le multilatéralisme, en fait, est quelque chose d'assez résilient parce qu'il date de bien avant de 1945, sous différentes formes. Et donc, si on le définit, une des définitions assez communément acceptées en littérature, en relations internationales et sciences politiques, et d'ailleurs popularisé par quelqu'un qui était à la fois aussi à l'intérieur et à l'extérieur, John Ruggie, professeur à Harvard et très impliqué dans les Nations Unies. Le multilatéralisme est fait de trois choses. C'est un principe basé sur d'abord la réciprocité diffuse, c'est-à-dire la notion qu'on n'est pas obligé de donner quelque chose en échange d'autres choses immédiatement, la non-discrimination et l'indivisibilité. Et ce concept-là était déjà en difficulté avant la crise, et on voit que la crise n'a fait que renforcer la difficulté du concept. Et évidemment, donc, lorsqu'on a cette question, on voit très bien la question de la réciprocité diffuse, cette notion d'indivisibilité, de bien commun, de bien public et de non-discrimination, elles ont été en fait reflétées ou en fait elles ressortent fortement de la crise, puisque c'était une crise qui montre aussi le nombre de discriminations, le fait qu'on est dans la réciprocité exacte, je te donne des masques si tu me donnes des ventilateurs, enfin, etc. Donc on est assez loin du principe initial qui en fait sous-tend la création des Nations Unies et des familles d'organisations. Donc je dirais que sous cet angle-là, la crise n'amène rien de nouveau, sauf qu'elle tend à noircir un petit peu plus la situation que précédente. Pour venir et une raison pour laquelle elle le fait, c'est qu'on a une exacerbation des tensions entre les grandes puissances, et notamment entre les États-Unis et la Chine. Alors, ce n'est pas nouveau, puisqu'ils étaient déjà en train de s'échanger des amabilités avant en matière commerciale, mais là, ça a simplement pris un nouveau tour de force, souvent pour des raisons politiques internes à la fois aux États-Unis, mais aussi en Chine. Et donc, évidemment, lorsque vous avez des grandes puissances qui se tendent, qui ne s'entendent pas, ça paralyse le système. Donc, ce qu'on voit, notamment par rapport aux organisations internationales, on leur met la faute, mais le problème, c'est que la faute revient largement des membres entre eux qui ne s'entendent pas et qui ne veulent pas travailler selon la logique, selon l'ADN des Nations Unies, qui est cette idée d'une intelligence collective, d'une certaine manière de rechercher des solutions collectives. Alors on se retrouve dans une ambiance un peu guerre froide, si vous voulez, qui fait qu'on a cette paralysie-là. Et ça met justement en question le mode de fonctionnement du multilatéralisme où largement articulé autour des organisations internationales, mais qui s'est largement diversifié depuis une dizaine d'années dans ce qu'on appelle ces assemblages multicouches ou des initiatives de parties prenantes multiples, multi-stakeholder initiatives, et que donc le dynamisme venait souvent de ces partenariats, d'ailleurs qui ont été initiés par Kofi Annan largement, enfin en tout cas en grande partie déjà sous son dicaster. Et je dirais que ce qu'on voit, c'est que donc on a un multilatéralisme qui est malmené, et la sortie viendra probablement d'une forme je dirais, de cristallisation qui sera probablement différente de ce qu'elle, moins axée peut-être autour des organisations internationales telles qu'on les connaît maintenant, sauf si elles changent de mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'interrogations parce qu'on ne sait pas si ces tensions géopolitiques sont éphémères parce que tout le monde est un peu sous tension, tout le monde est nerveux, tout le monde est fatigué, donc tout le monde a des élections, ou est-ce qu'elles sont plus là pour durer? Je dirais que si elles sont plus là pour durer, à ce moment-là, on va avoir un problème supplémentaire que les organisations internationales ou l'ordre mondial qui a été bâti est essentiellement d'essence libérale. Et donc, est-ce que cette essence libérale va perdurer avec un rééquilibre ouest-est ou enfin Atlantique-Pacifique? Donc là, on a plus d'interrogations, de questions que de réponses. Mais je dirais que le monde multilatéral tel qu'on l'a connu entre 1945 et 2000 a peu de chances de revivre. Il faudra qu'il se teinte de ce goût de multicouche, de millefeuille, si vous voulez, qui est intéressant, mais qui est aussi beaucoup plus complexe à naviguer. C'est intéressant. Donc,
au fond, les organisations internationales ne sont pas destinées nécessairement à disparaître, comme certains peut-être posaient la question. En revanche, elles devraient évoluer dans leur manière de fonctionner. Est-ce que vous avez quelques pistes de plus sur comment elles devraient évoluer? Vous avez commencé à le Oui. dire. Bon, juste pour, avant d'aborder ça, juste une chose qui doit être pris en compte, que la crise a magnifié et que la réponse à la crise magnifiera, c'est la question du financement des OI. Parce que ce multicouche est aussi apparu parce qu'on avait besoin d'aller chercher des ressources d'autres acteurs. Enfin, notamment dans le domaine de la santé, la Fondation Bill Gates est un énorme contributeur à beaucoup de choses qui se font dans le domaine de la gouvernance mondiale en matière de santé. Mais je dirais que les réponses à la crise et l'augmentation des dettes assez colossales de certains États n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les OI si elles comptent continuer à s'appuyer sur des contributions d'États membres. Donc, ça amène une question de réflexion sur la gouvernance. Je suis assez radical dans les questions de gouvernance depuis maintenant une année ou deux, où je pense que foncièrement, on a une crise de la gouvernance, pas seulement des Nations Unies, mais de tout ce qu'on a mis en place, même au niveau des sociétés privées. Je pense que le modèle Predict and Control, mécanique, hiérarchique, etc., est en train de se casser la figure parce qu'il nous a amenés dans la situation dans laquelle on est maintenant. Donc, il faut penser de manière beaucoup plus, moins hiérarchique, beaucoup plus plate, en responsabilisant beaucoup plus les étages inférieurs. Alors, à ce sujet-là, la réforme engagée par le secrétaire général Guterres va dans ce sens-là, notamment dans tout le système dit des Nations Unies pour le développement. Il y a une réforme en cours qui tend justement disons, à aplatir un petit peu l'organisation, à donner plus de pouvoir aux équipes locales, même s'il reste encore beaucoup d'échelons hiérarchiques. Mais je dirais que pour moi, c'est une réflexion plus générale sur la gouvernance qu'on peut appliquer aussi aux universités, dont je fais partie, qui sont devenues très hiérarchiques, basées sur le fait que si on ne met pas un policier ou des KPI, des indicateurs derrière tout le monde, en fait, on est tous paresseux. Et ça, on montre bien que c'est un échec crucial. Et ce qu'on voit comme réponse intéressante dans la crise, c'est lorsqu'on donne, il y a eu dans beaucoup d'organisations des task force qu'on a appelées assez spontanées, qui sont nées des initiatives qui sont sorties des cahiers des charges traditionnels des gens et qui a un espoir. Et je pense que là, la gouvernance, dans la gouvernance internationale, il y a des gens qui savent déjà, qui ont déjà cette agilité-là, et je pense qu'il faut qu'ils s'engouffrent dans cette brèche-là et qu'on les laisse travailler dans cet esprit-là. Très bien, merci. Là, vous avez ouvert des perspectives encore plus larges sur ces questions de gouvernance générale, qui rejoint aussi la question de la défiance dont on parlait tout à l'heure. Michael Müller, donc vous avez suivi aussi la crise. Alors, n'étant pas aux affaires directement, mais j'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt. Je pense que en voyant les décisions, en voyant ce qui se passe, vous savez comment les choses se sont déroulées, bien sûr. Et quel est justement votre sentiment sur cette crise, sur cette gouvernance qui est mise à mal? Ah, il faut que vous mettiez le son. Je ne vous entends pas là. Oui, j'oublie toujours. Voilà, c'est bon. C'est bon. Merci de m'avoir invité. Je rejoins les deux interlocuteurs avant moi dans beaucoup de ce qu'ils ont dit. Je crois qu'il faut situer cette crise qu'on a maintenant, qui est une de plusieurs qui vont venir, dans un contexte plus large. Et là, je suis d'accord avec le professeur qu'on était déjà. C'est un accélérateur. La crise est un accélérateur de tendances qui étaient déjà en route. Et au niveau de la gouvernance en général, à plusieurs niveaux, comme l'avait dit Mme Ferrari, et aussi en ce qui concerne le multilatéralisme. Je n'aime pas tellement parler d'une crise du multilatéralisme, je suis plutôt partisan de décrire ça comme une transition. On vit une transition depuis pas mal de temps, on vit une transition de gouvernance, on vit une transition pour ça, en main avec ça, la transition d'un multilatéralisme qui va devoir être très différent de celui qu'on a vécu les dernières 75 ans
et qui nous a amené, je le rappelle, un niveau de bien-être et de paix assez extraordinaire et sans précédent dans la vie de l'humanité. Donc, le fait est que le système qu'on a créé après la Deuxième Guerre mondiale n'est plus à la hauteur des défis majeurs et existentiels dont on fait face sur notre planète et qu'il faut changer. Ça, c'était une réalité qui était déjà là avant la crise, mais qui l'a accéléré, et surtout parce que cette crise de santé démontre très clairement que si on ne travaille pas ensemble, la crise elle-même devient pire de ce qu'elle devrait être et de ce qu'elle aurait pu être si on avait trouvé d'autres manières de la gérer. Et ça me mène à la deuxième crise qui est sur les marches et qui est déjà là, c'est la crise financière et économique qui va être très très sérieuse et qui encore plus, dirais-je, va démontrer, si on ne la gère pas d'une manière collective et collaborative au niveau mondial, va devenir une crise sérieusement avec beaucoup plus d'impact et plus sérieuse que si on gère ça d'une manière dans un multilatéral. Ça a été démontré, si vous voulez, en 2008 avec la dernière crise financière, où ça aurait pu être beaucoup plus pire si on n'avait pas finalement vu nos gouvernements se mettre à table et gérer ça d'une manière plus coordonnée. Ce qui s'est passé depuis 2008, c'est qu'en fait, cette transition de gouvernance s'est accélérée et ça revient un peu à ce que disait le professeur, c'est que le rôle des gouvernements dans cette gouvernance devient de plus en plus dilué, c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent dans le cadre et cette évolution vers un système polycentrique, si vous voulez, d'une gouvernance à tous les niveaux de nos sociétés, que ce soit internationale, régionale, nationale et communale, est en train de se faire et se vit quotidiennement. Cette tendance a été accélérée, mais on est en même temps aussi présent devant une autre réalité qui est concurrente, c'est celle de la fermeture, celle de ne plus vouloir travailler dans un système multilatéral et de croire qu'on peut gérer ces problèmes seul, qu'on soit un petit pays ou un grand pays. Et là, on a un défi. On est devant une fourchette dans notre route. Qu'est-ce que le monde va choisir? Et je crois que en tout cas, c'est très évident pour moi et pour la plupart, tout d'entre nous, mais la plupart des gens. Et vous avez fait référence à un sondage qui montre que la plupart des personnes autour de nous pensent qu'on pourra seulement gérer les affaires de notre planète d'une manière collaborative. On va devoir aller vers un système multilatéral beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus réseauté, beaucoup plus intégral. On doit casser tous les silos qu'on a créés depuis les dernières 70 ans, 75 ans. Et ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une évolution qui est en route et qui maintenant demande une attention beaucoup plus poussée parce qu'on est devant le fait. La réalité s'impose toujours, plus tôt que tard, dans surtout toutes nos activités. C'est ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'il y a une responsabilité de gérer l'immédiat et de comment on tire les leçons de ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant, mais aussi de la gérer d'une manière qui nous donne la capacité d'être préventif et de vraiment penser à établir des systèmes qui vont nous aider à gérer nos affaires d'une manière beaucoup plus efficace. Il y a des choses positives qui se passent. On a mentionné le niveau de collaboration scientifique qu'on voit, qui fait école, d'une certaine manière. Un niveau plus personnel et un niveau plus local, si vous voulez, je trouve que le niveau de solidarité entre citoyens à travers le monde qu'on voit est assez extraordinaire et qu'on n'a pas vu au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est aussi une base sur laquelle qu'on ne doit pas perdre, ce sentiment et cette nouvelle compréhension et collaboration entre citoyens. Et surtout parce que vous avez posé la question au commencement,
c'est qui va faire partie de cette gouvernance. Et c'est, comme j'ai dit, les États ne vont pas disparaître, mais ils ne seront pas les seuls acteurs et les seuls décideurs autour de la table décisionnelle. Il y aura l'industrie, il y aura le monde du business, il y aura la société civile dans toutes ces manifestations, il y aura la presse, il y aura le monde académique, etc. Cette balance n'a pas été trouvée encore. Beaucoup de ces acteurs vont devoir, d'une manière ou d'une autre, être qualifiés. Et on doit trouver des structures qui vont nous permettre de travailler d'une manière beaucoup plus collaborative qu'on a fait avant. On a des bons exemples à des niveaux inférieurs et on a des bons exemples, si vous voulez, même dans le domaine politique, où on trouve qu'au niveau des villes et des gouverneurs, des maires, on voit un activisme et une prise de responsabilité globalement qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui aussi fait partie de cette transition de gouvernance. De plus en plus, les maires des villes prennent des responsabilités et prennent des actions, très souvent aussi sans référence à leur gouvernement national. Et c'est une tendance qui est là et qui est une réalité et qui se rejoint à une réalité démographique aussi qu'on voit où la plupart d'entre nous, dans les décennies qui viennent, vont vivre dans des villes, à moins qu'elles sont sous l'eau. Mais le fait est que les structures de nos vies changent énormément. Et avec ça, aussi, comment on gère l'agriculture, l'éducation, la santé, les éléments économiques de notre vie, etc., qui vont être très différents. Donc, le fait que l'apport de services aux citoyens est en train de changer et le centre de ça va de plus en plus vers les centres urbains et ceux qui gèrent ça, et de moins en moins par les gouvernances nationales, les gouvernements nationaux, est un effet qui est une réalité qui va devoir être absorbée et gérée. Donc, dans tout ça, moi je suis optimiste. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, si on le gère bien et si on s'assure que ceux qui ont quelque chose à dire sont inclus et qu'on ne se retrouve pas avec cette tendance qu'on voit maintenant, qui est naturelle dans une crise de santé de l'emploi qu'on a, où les gouvernements reprennent un peu le dessus, si vous voulez, d'une manière, dans certains cas, assez robuste. Et il va falloir contrer ça d'une manière, et je crois que ça va se passer assez naturellement dans la plupart des cas. En ce qui concerne, on voit aussi, je vais juste mentionner ça maintenant, parce qu'on voit aussi la tendance en gouvernance, où on voit des choses assez intéressantes qui sont en train de se passer maintenant, et surtout dans le cadre de la bagarre entre les Américains et les Chinois, où dans un contexte où on a vraiment besoin de décisions et de gens qui prennent des décisions, on voit maintenant la résurgence d'autres pays qui se mettent en groupe, des pays de puissance de moyenne taille. Il y a actuellement maintenant un groupe qui est plus ou moins géré par l'Australie, qui sont en train de se mettre ensemble pour vraiment se concerter sur quelles sont les grandes décisions sur lesquelles le monde doit prendre ses responsabilités d'une manière collective. Et donc, il y a d'autres acteurs qui naturellement viennent à la surface et qui, en faisant ça, retrouvent aussi la confiance de leurs citoyens. Là, on n'a pas mentionné ce mot encore, mais c'est un des thèmes qui est vraiment central à cette transition qu'on est en train de vivre. Il faut que tous les dirigeants, d'où ils viennent, de n'importe quel niveau, retrouvent la confiance des citoyens qu'ils ont perdue d'une manière assez catastrophique depuis plusieurs décennies. Voilà. Oui, c'est pour cela que vous mentionnez les villes en particulier, c'est-à-dire que ce sont sans doute dans les villes où on est plus proche des citoyens, où on doit justement comme vous disiez, leur rendre des services et qu'ils peuvent aussi juger très rapidement de l'efficacité. Mais ça pose la question du défi pour les organisations internationales d'intégrer cette force. C'est à ça que vous pensiez, mais comment les organisations internationales peuvent, par exemple, non seulement consulter, mais
impliqués dans leur manière de fonctionner. Ouais. Les villes, par exemple, puisque vous mentionnez cet exemple. Non, mais absolument. Mais bon, c'est clair que les organisations internationales étaient déjà il y a un moment où il faut vraiment revoir et leur structure et leur manière de travailler. Ça, on le savait déjà avant. Cette crise le montre d'autant plus. Et ça va de main en main avec cette tendance et ce changement de gouvernance qui se passe. On voit, et la question avait été posée par Mme Kittbusch si ces organisations vont survivre. Ben, moi, je suis convaincu que ceux qui savent et qui vont arriver à changer, oui, ils vont survivre, mais pas de la même structure, de la même manière dont on les connaît aujourd'hui. Et ceux qui n'arrivent pas à le faire vont mourir. Il y aura des organisations qui, dans les prochaines 10 années, vont fermer leurs portes, sans aucun doute. Il y en aura d'autres qui vont être créées. On le voit déjà maintenant. C'est des organisations particulières? Quand vous dites je ne vais pas commencer à cette discussion maintenant, mais ça, on pourra discuter dans une autre séance. Mais c'est clair que ces organisations-là, comme on voit aujourd'hui, par exemple, si vous voulez proposer une, on a déjà mentionné l'OMS. L'OMS fait un travail extraordinaire, mais elle est la victime de ces réalités politiques et de gestion qui vont au-delà du thème même de la santé sur lequel ils sont les plus habilités à donner une direction coordonnée pour le monde. Et sont la victime de beaucoup d'autres choses, le définancement, le manque de soutien politique, etc., des pays membres. Comme le professeur a dit, le problème, ce n'est pas les organisations internationales, le problème, c'est les pays membres qui sont les actionnaires, si vous voulez, de ces organisations et qui les ont malmenées pendant quelques années. Ce qui est tout à fait normal aussi, quand on est dans une situation où les choses vont bien et qu'on commence à les prendre pour acquis, on paye pas de mine, on les gère pas, on les arrose pas comme il faut pour qu'ils restent en vie, et on est sujet comme gouvernement à succomber à d'autres réalités, à d'autres agendas qui sont plus nationaux. C'est ce on voit depuis un moment. Mais je crois qu'on va revoir une résurgence. Je crois que si vous voyez comment le FMI aujourd'hui, qui est toujours vérifié par beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde, est en train de retrouver cette confiance parce qu'ils ont agi, et surtout la nouvelle chef a agi très vite. L'OMS, qui est vérifiée maintenant, va retrouver par définition presque cette confiance qui existe déjà. C'est seulement un petit nombre de pays qui sont, bien entendu, ont beaucoup de poids qui les critiquent. Mais je crois qu'il y aura un changement et il faut qu'il y ait un changement. Ça va être une structure beaucoup plus réseautée, comme j'ai dit, beaucoup plus intégrée. Et ça nous amène, et je vais en parler pour la deuxième question, ça nous amène directement à ce qui se passe à Genève, au rôle de Genève, etc. On va y arriver là. Je vais refaire un tour de piste et je voulais commencer par Béatrice Ferrari, c'est-à-dire effectivement, oui, est-ce qu'il y a une réflexion particulière du côté du canton ou de la Suisse sur cette situation, qui n'est pas nouvelle comme on l'a dit jusqu'à maintenant, mais comme il y a cet accélérateur et qu'il y a cette période de transition qui est là, et comment ça se passe? Est-ce que vous faites déjà des réflexions? Est-ce que vous avez des inquiétudes sur la Genève internationale ou pas du tout? Comment ça se passe? Moi, je dirais qu'évidemment, la situation de crise génère forcément des inquiétudes ou en tout cas des inconnus sur lesquels on n'a pas tellement d'emprise en fait. Donc, on est effectivement intéressé à savoir comment ce système va évoluer. Je trouve qu'on a beaucoup parlé des organisations internationales en tant que telles, mais peut-être l'intérêt vraiment de Genève, c'est qu'au fond, c'est bien plus que des organisations internationales. On est ici dans un écosystème qui est assez unique. On compte plus de 600 organisations internationales, ONG, missions permanentes, mais aussi centres de compétences comme l'IHED, comme l'Université de Genève, etc. Donc, on est vraiment dans un écosystème qui est extrêmement unique et intéressant et qui, au fond, pourrait être aussi un bon test pour ce qui a été dit avant, hein, c'est-à-dire pour réfléchir à des nouvelles formes de gouvernance qui soient
pas cristallisé dans une seule organisation, mais qui fasse appel à une intelligence collective, cette sorte de task force aussi qui a été mentionnée, moins hiérarchique, plus basée sur des projets, sur des actions. Et je dirais que notre rôle en tant que canton de Genève, il est relativement modeste. C'est pas nous qui allons sauver les organisations internationales ou le multilatéralisme, mais la réflexion qu'on fait avec la Confédération, avec la ville en tant qu'État hôte, autorité haute depuis un certain temps déjà, c'est d'essayer de faciliter en fait cet écosystème, de faciliter les interactions pour donner de la valeur ajoutée en fait à cette intelligence collective, faciliter le travail de tous ces acteurs qui sont ici et qui ont vraiment un potentiel, et ça j'y crois vraiment, de pouvoir apporter des réponses agiles, innovantes, pertinentes dans un contexte de crise. On a essayé aussi de travailler sur une plus grande représentation. La question des villes a été mentionnée juste avant, donc on a essayé de créer une plateforme pour pouvoir faire ce relais entre les organisations internationales et les réseaux de villes, par exemple. Je crois que là, il y a vraiment un enjeu qui a été mentionné sur la question de l'inclusivité, ou en tout cas de la représentation citoyenne, de la diversité des acteurs qui sont partie prenante aujourd'hui dans la gouvernance mondiale et qui doivent avoir en tout cas un rôle ici, si ce n'est une présence, mais en tout cas un rôle dans les discussions qui ont lieu ici à Genève. Un travail d'information aussi, on le voit bien en temps de crise, l'information est précieuse. On a beaucoup parlé de fake news, etc. On a parlé de la confiance avant qui est nécessaire, et je pense que le travail d'information aussi sur ce qui se fait ici à Genève de manière générale est vraiment très important. C'est pour ça qu'on essaye de soutenir aussi différentes plateformes d'information pour rendre ce travail plus accessible auprès d'un public beaucoup plus large. Donc on est évidemment on se pose beaucoup de questions, mais j'espère que l'écosystème qu'on a ici pourra montrer aussi qu'au fond c'est une forme intéressante de gouvernance, aussi une forme de résilience, puisqu'on sortira de la crise, mais la prochaine, la crise économique et la crise écologique qui nous attend aussi d'ailleurs, on aura besoin vraiment d'avoir des formes de résilience et de tirer des leçons des crises pour être beaucoup plus agile qu'aujourd'hui. On va avancer, mais j'ai quand même une question à vous poser, c'est-à-dire qu'évidemment que ce qu'on appelle la Genève internationale, c'est une force quantitative, qualitative, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que ça va suffire au fond? Est-ce qu'on ne se rassure pas un peu en se reposant justement sur cette force tranquille que représente la Genève internationale? Est-ce qu'il n'y aurait pas une initiative de Genève à promouvoir? Et ça pose peut-être aussi la question de la cristallisation de tout cela. Vous avez dit on a énormément de lieux, de forums où on a cette intelligence. Et comment ça peut se cristalliser, pour reprendre l'expression de Cédric Dupont de tout à l'heure. Alors, je relance Béatrice. Oui. C'est une bonne question. En effet, bon, on essaye de pas non plus se reposer sur nos lauriers les autorités hautes sont pas non plus naïves sur le fait que la Genève internationale va perdurer pour toujours, etc. Je pense que vraiment ces initiatives qui ont déjà été entreprises et qui vont continuer, et puis peut-être qu'effectivement il faudra être encore plus proactif, donc on est en train d'y réfléchir, donc je ne vais pas vous donner une réponse maintenant, mais je pense que si on peut accompagner tout processus innovant en termes de gouvernance, si on peut accompagner en fait c'est cette meilleure représentation des différents acteurs pour amener des réponses beaucoup plus globales et agiles à la crise, nous on est prêts à le faire. Et on est là pour ça. Cédric Dupont, la même question, cette position de Genève, qui est dans le domaine académique, vous participez à cette intelligence collective. Vous avez une réflexion particulière à ce sujet? Oui, je vais juste l'articuler sous la forme d'une analyse force-faiblesse, opportunité, menace. Donc, je pense que Mme Ferrari a bien montré ce qui était, à mon avis, effectivement, la force colossale de Genève. C'est que Michael Muller a déjà souligné, c'est cette densité d'acteurs de gouvernance, ou potentiels en tout cas, enfin certains déjà, d'autres potentiels, et cette énorme diversité et cette habitude déjà à travailler ensemble. Alors, c'est clair que
que ça peut aller plus loin, j'en dirai quelques mots plus tard, mais ça, c'est vraiment la force de la Genève internationale qui n'existe pas ailleurs. Et je dirais qu'il y a aussi, c'est situé dans un pays qui a quand même une certaine tradition d'intelligence collective, disons, de travailler ensemble, et donc ça ne fait que renforcer ça. Et puis je rajouterais que dans ces temps où les finances deviennent un peu maigres, la Suisse est l'un des pays les moins endettés au monde, et donc s'il faut mettre de l'argent sur la table, c'est un État qui peut le mettre, même si à Berne, on a toujours tendance à vouloir épargner beaucoup plus que de dépenser, mais c'est quand même un État qui n'a pas de problème de dette publique. Il n'y en a pas tellement que ça pour l'instant. Je dirais qu'au niveau des faiblesses, et là, je vais peut-être heurter certaines sensibilités, mais pour moi, la faiblesse principale que nous avons maintenant à Genève, c'est le Conseil fédéral suisse. Si on fait une petite analogie avec l'émergence de la Genève internationale en 1919 ou 1920, et vous comparez la stature des membres du Conseil fédéral de l'époque avec celle de l'époque actuelle, on avait quand même des conseillers fédéraux qui ont réussi à suspendre la neutralité de la Suisse pour la faire entrer dans la Société des Nations, et qu'ils faisaient en s'engageant dans des combats parfois homériques, dans des villages ou des villes, dans les campagnes, je dirais, de la Suisse centrale. Et donc, c'est des gens qui avaient un leadership. Et à l'heure actuelle, je suis désolé, mais si on compare Giuseppe Monta ou Félix Calander à Ignacio Cassis ou Schultes à Parmelin et il y en avait Gustave Ador, on avait des gens qui avaient une vision, un leadership. Et ça, c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle terriblement à la Suisse, parce que d'être neutre, c'est pas d'être neutre qu'il faut, c'est qu'il faut pouvoir amener des choses sur la table. Et pour moi, ça, c'est la plus grosse faiblesse à l'heure actuelle pour la Genève internationale, s'il faut vraiment innover. Et la deuxième étant bien sûr que la Suisse, si au niveau des équilibres géopolitiques, le libéralisme est malmené, la Suisse est un pays libéral qui participe à ça. Donc, la crédibilité, si vous voulez, notamment on voit sur des choix, si on va aller dans le développement durable, la Suisse a encore fait des choix qui ne sont pas vraiment de leader, que ce soit dans certaines prises de position par rapport à des chaînes de production ou au transport, etc. Donc, je dirais que là, au niveau du leadership, c'est une faiblesse. Ce que je dirais par contre, la menace, et sur la menace, si je peux prendre sur la menace est différente maintenant. Pendant quelques années, je pense que Michael Meller pourra dire, il y avait en Suisse, le gouvernement fédéral et cantonal avait peur d'une délocalisation vers d'autres villes. À mon avis, cette menace-là est partie parce que finalement, l'enjeu sera beaucoup plus, si on passe à une dimension plus numérique, plus digitale, ce n'est pas tellement de savoir si on va remettre des bâtiments ailleurs dans une autre ville, mais qu'est-ce qui va rester physique accroché dans des bâtiments et qu'est-ce qui sera plus virtuel. Et c'est vrai que là, c'est une menace pour Genève, parce que si la capacité numérique, digitale, d'innovation est la clé pour le futur de la gouvernance, Genève n'est pas un endroit où on développe du digital comme on développe dans la Silicon Valley ou en Inde, etc. Donc là, c'est une menace peut-être différente qui va se passer. Et puis je terminerai de la même manière sur les villes. Genève peut bien essayer de s'accrocher à des réseaux de villes, mais si les villes prennent plus d'importance, ce n'est pas une ville qui peut régater avec New York, enfin, etc., les endroits où vraiment les villes ont cette capacité d'innovation, cette densité, cette taille, puisque Genève reste une très petite ville par rapport aux standards. Mais je finirai justement pour revenir sur le point positif, que je pense qu'il y a une grosse opportunité pour Genève de capitaliser sur son intelligence collective, mais de transformer, je dirais, la Genève en un grand laboratoire. Et ce que je dirais là, c'est-à-dire que Genève n'est pas seulement une rive droite et une rive gauche, c'est à la fois la rive droite et la rive gauche. Et il y a donc des initiatives qu'on voit dans la finance durable qui tendent à commencer à jeter pas mal de ponts entre les deux rives du Rhône, sont intéressantes, mais devraient être généralisées à tous les aspects des objectifs du développement durable. C'est-à-dire que Genève, comme laboratoire de solutions pour le développement durable, alors je sais que c'est quelque chose que Michael Müller a beaucoup essayé de pousser sous son dicaster, mais c'est encore frappant parce que même si nous avons, à quel point il y a encore des choses à faire. Alors, le gouvernement fédéral lance plusieurs plateformes, notamment deux qui seront normalement sous l'égide animées par l'Institut HEID en matière de commerce et de transformation sociétale. Il y a des initiatives de certains de mes collègues sur la capacité de Genève d'innover en matière de négociation pour inclure différentes parties prenantes. Mais lorsque nous faisons ces plateformes, il est encore assez frappant comme
à quel point il y a des esprits de clocher. Je veux dire, les silos existent, Michael Müller les a, de mettre ensemble l'OIT et l'OMC. C'est toujours pas très facile de mettre ensemble l'OMS et certaines autres organisations. Ça se fait, mais c'est pas suffisamment fluide. Et je dirais qu'il y a une énorme opportunité pour Genève de faire vraiment sauter ces silos et de se positionner très fortement là-dessus. Et moi, je suis optimiste et en tout cas, je m'investirai pour que ce soit le cas le plus possible parce que je vois vraiment comme la très grosse opportunité pour Genève. Très bien, je crois que la transition avec Michael Müller, elle est faite. Hein. Vous avez beaucoup travaillé évidemment sur ces questions-là. Vous avez beaucoup travaillé à renforcer la position de Genève aussi. Je trouve intéressant la réflexion de Cédric Dupont sur le fait que cette gouvernance, si j'ose dire, puisse se développer beaucoup plus sur le plan virtuel que dans des bâtiments, que dans du soft plutôt que dans du hard. Et je trouve que c'est une idée assez nouvelle et que c'est sans doute là que la Genève internationale et plus largement la Suisse doit se positionner. Mais Michael Müller, alors à vous la parole. Oui, merci. Je rejoins le professeur dans son optimisme. Je suis convaincu que le rôle de Genève va durer pendant un bon moment parce que les éléments sont là. On a parlé de l'écosystème qui est exceptionnel, qui n'existe pas ailleurs. On a parlé, je vais être un peu plus renforcer le fait qu'en fait, Genève est déjà un laboratoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire plus, qu'elle ne peut pas faire plus et que plus de choses ne peuvent pas se passer. Mais je crois que justement, les réalités d'aujourd'hui accélèrent déjà et vont accélérer cet élément d'innovation collectif. Et je crois que même au sein des structures internationales, Genève a démontré qu'on peut et on veut travailler ensemble d'une manière qu'on ne l'a jamais fait avant. On voit des choses se passer ici que le système n'a jamais fait, où les gens sont de plus en plus prêts à travailler ensemble, de laisser à part leur petit drapeau d'organisation individuelle, de fédérer leurs différentes expériences et savoir-faire. Et ça accélère, que ce soit dans la finance, même dans le domaine digital et du cyber, où c'est clair que ce n'est pas l'élément physique où l'innovation va se passer ici, mais sur la gouvernance de tout ça. Comment est-ce qu'on va gérer l'Internet? Comment est-ce qu'on va gérer toutes ces histoires? Comment on va s'assurer qu'il y a le niveau adéquat d'intégrité, de droits de l'homme, etc., dans la manière dont on va utiliser toutes ces technologies. On n'a pas parlé beaucoup de technologies dans cette transition qu'on est en train de vivre, mais c'est crucial. C'est en train, on l'a déjà vu, il y a eu un leapfrog de au moins 10 ans de la technologie dans nos vies ces derniers 3 mois et qui va changer d'une manière assez radicale la manière dont on fait tout, quand on voyage, dont on apprend, dont on voit son docteur, dont on fait ses achats, etc. Tout ça, ça va avoir un impact aussi sur la présence physique, bien entendu. Hier, dans les nouvelles, Twitter a décrété que tous leurs travailleurs vont rester à la maison travailler parce qu'il s'est avéré que c'était beaucoup plus efficace et qu'ils avaient et financièrement intéressant. Donc, on commence déjà à voir les effets de cette crise et de la manière dont on l'a gérée jusqu'à maintenant. Ça va avoir un impact ici, sans aucun doute. Mais je reviens à la question de la neutralité que le professeur a évoquée. Et je comprends très bien sa frustration interne. Mais le fait est que la Genève internationale est la Genève internationale dans une certaine manière aussi à cause de la perception de cette neutralité externe, de l'extérieur. Les acteurs, surtout aujourd'hui, surtout dans une situation de crise, et cette crise va perdurer, qu'elle soit une crise de santé ou une crise financière pendant quelques années, la force de la Genève, de la Suisse est justement cette neutralité qui donne une garantie presque de qualité et de substance. Et que ce qui se passe ici et les résultats de ce qui sort de Genève sont pour le bien-être de la population mondiale et pas seulement basés sur des intérêts spécifiques de la Suisse elle-même. Et c'est un atout énorme là pour le moment. Et c'est quelque chose sur lequel on doit baser et renforcer le travail qu'on fait parce que le produit avec les stands de la Genève internationale
est beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement accepté par les acteurs externes qu'ailleurs. Donc, le rôle de Genève et de la Suisse, étant un petit pays, va être, et comme elle l'a été depuis très longtemps déjà, mais peut-être encore plus, va être beaucoup plus grande que sa taille, normalement, devrait lui permettre d'avoir, et l'impact qu'elle a. On dit en anglais « to punch above one's weight », mais c'est un peu ça. Donc, pour moi, le rôle de la Genève internationale va continuer. Elle peut devenir plus importante. Je le vois moi-même très, très spécifiquement. Je fais partie de cette nouvelle initiative qui s'appelle Geneva Science and Diplomacy Anticipator, qui est une nouvelle initiative. Et l'acceptation par tout le monde, sans exception, à part quelques journalistes suisses au commencement, pardon, M. Crétin, est assez exceptionnel et montre très clairement que ce n'est pas seulement la qualité de la substance elle-même de cette initiative, mais c'est aussi le fait qu'elle est physiquement ici, qu'elle sort de la Suisse et qu'elle a cette identité de la Genève internationale qui est devenue plus importante maintenant qu'elle était déjà avant. Et donc, il faut utiliser ça, il faut se baser pour ça et pousser pour des efforts innovateurs beaucoup plus importants de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Très bien, merci. Je propose de passer aux questions. Il y a plusieurs questions. J'ai une première question, je les prends par ordre chronologique et je cite lorsque la personne a donné son nom. J'ai une question de Jérôme Bellion-Jourdan qui lui suggère que l'on travaille sur un projet de plateforme de négociation internationale. Voilà. Pourquoi ne pas lancer l'expérience d'une négociation virtuelle et inclusive pour le monde de l'après-Covid-19 et faire face aux autres défis, un espace de négociation virtuelle où les individus de tous les continents pourraient élaborer une charte pour notre humanité partagée. Ça rejoint les réflexions de Cédric Dupont tout à l'heure. Qu'est-ce qu'en pense Cédric Dupont? Élaborer une charte pour notre humanité partagée, en quelques mots. Oui, je connais bien l'initiative de Jérôme. Je pense que c'est effectivement, ça va dans l'idée de laboratoire, en fait, où on expérimente et on expérimente activement. Voilà, je pense que c'est une idée. Je pense que le plus d'idées possible, le mieux à l'heure actuelle, surtout lorsqu'elles se basent sur la richesse de la diversité de l'écosystème genevois. Question de Ruben Indikian. Comment créer un système le plus large financement des activités? C'est-à-dire comment peut-on financer plus largement les activités de l'ONU grâce à des donateurs privés? Peut-être Michael Müller. Oui, écoutez, j'ai deux réponses à ça. Tout d'abord, ça se fait déjà. Si vous regardez le budget de l'OMS, 85% de son budget est déjà par des contributions volontaires, ce qui est ridicule en fait, parce que la responsabilité des États, surtout dans ce domaine de santé, devrait être beaucoup plus grande. En fait, ça se passe déjà, et je dirais aussi que quand on regarde un peu la manière dont je crois que ça va se passer dans cette transition de gouvernance, et on va se retrouver avec d'autres acteurs autour de la table décisionnelle, cette présence autour de cette table amène aussi d'autres responsabilités. Ce n'est pas juste d'être assis à la table et émettre des opinions ou des décisions, mais ça implique aussi une responsabilité financière, ressources, etc. Et on le voit de plus en plus. Le professeur avait mentionné Bill Gates. La responsabilité, la part des financements de pas mal d'organisations internationales de la philanthropie privée est croissante, aussi en Europe. Le monde des affaires est de plus en plus impliqué financièrement. Et on va voir, c'est une tendance qui est parallèle à cette tendance de gouvernance qui se passe. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que les ressources qu'on aille les chercher ailleurs que juste les gouvernements. Le problème des gouvernements, c'est que si ça aujourd'hui, et comme on est structuré, c'est que si ça bascule trop vers
la provision d'argent et de ressources de la part des privés, ils vont perdre le contrôle, comme ils le connaissent aujourd'hui. Ça ne les intéresse pas tellement. Donc, c'est une balance à trouver. Absolument. J'ai une réflexion plus qu'une question qui s'adresse plutôt à Cédric Dupont. C'est de Ricardo Espinosa. La participation des États dans le système multilatéral repose sur le principe sacré de la souveraineté nationale. La majeure partie des décisions des Nations Unies et de diverses entités sont soumises à ce principe et il est très difficile de faire appliquer au niveau national bon nombre de décisions, résolutions. C'est surtout le cas, mais pas exclusivement dans le domaine des droits de l'homme. Ce principe constituera un grand obstacle à la vision fort intéressante de Cédric Dupont sur la nécessité de rendre plus horizontale la gouvernance internationale. L'idée de M. Dupont sous-tend le principe que la société civile pourrait jouer un plus grand rôle dans les processus de consultation et de décision. Ce sera très difficile dans bon nombre de pays, hélas. Donc voilà, je ne sais pas si Cédric Dupont veut rajouter quelque chose. Juste une chose, c'est qu'en fait, mon propos va que une des observations que je constate, c'est que tous les États, qu'ils soient démocratiques et de différents types démocratiques ou plutôt autoritaires, ont d'une certaine manière et d'un certain degré failli dans la crise actuelle. Tous, y compris le cher système fédéral suisse qui a montré ses limites. Et pour moi, c'est un exemple très clair que tous ces systèmes sont hiérarchiques d'une certaine manière. Et donc mon propos ne visait pas seulement les OI, mais visait aussi d'une manière générale l'organisation de nos sociétés privées et publiques plus généralement. Et donc, c'est vrai que je comprends le point de vue de M. Espinosa, mais mon propos va plus loin que, en fait, simplement de régler le problème international, national. Très bien. Je vais prendre encore une ou deux questions. Alors, c'est un complément à la question posée. Plein accord avec les intervenants sur le rôle des acteurs autres que les États. L'initiative d'une négociation virtuelle et inclusive pour le monde de l'après-Covid-19 serait ouverte à tous les acteurs et individus, y compris les personnels de santé qui ont été applaudis dans un phénomène de solidarité inédit sur différents continents. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question. Je poursuis bien. Question, question de Étienne Vioget. Merci beaucoup pour ces réflexions extrêmement intéressantes. Monsieur Muller, vous avez insisté sur l'importance de restaurer le lien de confiance entre les citoyens et les autorités politiques, idée que je partage pleinement. Comment concrètement réinsuffler la foi des citoyens dans les valeurs du multilatéralisme en des temps de montée du nationalisme, encore exacerbé par la pandémie actuelle? Bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure. Pensez-vous que la lutte commune contre la désinformation en ligne peut être une partie de la solution? En quelques mots. Mais en fait, la réponse de base, c'est que si on veut retrouver la confiance de nos citoyens, il faut démontrer qu'on est efficace et qu'on amène des solutions à des problèmes dans leur vie quotidienne. Et c'est pour ça que je dis aussi, je souligne le rôle des villes qui va être important de plus en plus. L'efficacité de cette action aujourd'hui, dans le monde comme il est et avec les problèmes qu'on a, doit se situer dans un travail collectif. Et on le fait avec les citoyens. Je le vois par exemple dans certaines villes avec qui j'ai travaillé, où le dialogue entre les dirigeants de la ville et les citoyens a été changé complètement et qui a amené à une relation complètement différente, une relation de confiance, mais une relation qui était beaucoup plus intégrée et avec un travail conjoint, géré d'une manière intelligente. Donc, c'est surtout dans des autres structures beaucoup plus intégrées et beaucoup plus collaboratives qu'on va trouver cette confiance. Le paternalisme politique est lié avec aussi un problème structurel qu'on a, qui est énorme dans nos systèmes politiques, où il y a un gouffre de plus en plus large qui s'élargit entre des systèmes de politique court terme avec lesquels on travaille. La plupart de nos systèmes politiques à travers le monde ont un temps limité de 3 à 4 ans dans lesquels les politiciens doivent trouver leur bonheur. Et de l'autre côté, la demande de plus en plus insistante
de solutions long terme aux problèmes qu'on affronte. Et cette tension-là fait que le citoyen va se tourner de plus en plus vers ceux qui arrivent à leur fournir des solutions, pas seulement dans le quotidien aujourd'hui, mais aussi dans le plus long terme. Et c'est dans les villes qu'on va les trouver, c'est d'ailleurs, c'est avec d'autres acteurs. Donc, il faut retrouver cette confiance, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas impossible. Simplement, les structures qu'on a actuellement ne vont pas le faire. Pour être très clair, si on laisse, si vous voulez, la responsabilité à faire ces changements dont on a parlé aujourd'hui la dernière heure, seulement au gouvernement, on ne va pas y arriver. Je crois que c'est une des conclusions de ce forum. On pourrait tirer plusieurs conclusions. Cette idée aussi de ce forum plus virtuel, ou de cette gouvernance qui devrait être plus virtuelle et qui devrait se développer à Genève, à condition qu'on soit capable de développer une plateforme ou des plateformes, à condition qu'on soit un laboratoire aussi, si je vous ai bien entendu. J'arrive pas à prendre toutes les questions. Je vous signale que on a une réaction de la mission permanente de la Grèce ici à Genève qui veut féliciter et remercier tous les acteurs cantonaux et fédéraux pour la gestion exceptionnelle de la pandémie. Mais on voudrait aussi souligner notre optimisme en ce qui concerne le rôle important de la Genève internationale à la gouvernance mondiale. C'est un petit mot qui est encourageant et qui est optimiste. C'est intéressant de voir aussi comment les autres nous voient et comment ils analysent la question. Et c'est intéressant. Puis peut-être dernière question aussi de Georges Papadatos qui nous demande quel sera le rôle des diplomates, ou what will be the role of diplomats dans le monde virtuel. Je ne sais pas, c'est peut-être Michael Müller. Voilà. À nous tous, je crois. C'est une question intéressante. Il faut pas. Une des choses qu'on va avoir, je suppose, et on le voit déjà maintenant, c'est que le temps pendant lequel on va se fier complètement à la technologie va pas être pour toujours. C'est clair que l'interaction humaine, et surtout dans la diplomatie, surtout s'il faut trouver des accords entre nous, entre sociétés, entre pays, entre villes, entre tout ce que vous voulez, il faut des interactions physiques entre les gens. On le voit très bien ici dans cette ville, où les limites d'utiliser la technologie revient de temps en temps à la surface. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer la manière dont on travaille, mais je crois que le rôle des diplomates va changer très certainement, mais ne va pas disparaître. Très bien. On va en rester là sur ces bonnes paroles. Merci en tout cas à vous tous. Merci à Béatrice Ferrari, merci à Cédric Dupont, merci à Michael Müller. On a été très content de pouvoir organiser cette conférence en ligne avec le club diplomatique. Je veux aussi remercier Alizé Ernroth, que vous n'avez pas vu à l'écran, mais qui a joué un très grand rôle dans l'organisation de cette conférence, qu'elle en soit remerciée. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis pendant plus d'une heure sur ce thème. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder d'autres thèmes dans ce type de cadre. Cela dit, j'espère aussi qu'on pourra se rencontrer physiquement dans une grande salle et échanger quelques mots autour d'un verre. On n'avait pas prévu d'apéritif virtuel. Ça manque peut-être à cette conférence. En tout cas, merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir.